Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de ce journal, les vives critiques après l'annonce par la junte au pouvoir en Guinée d'une transition de 39 mois, un délai inacceptable et inconcevable selon le FNDC, coalition de partis politiques et d'organisations de la société civile. La perspective d'un retour à l'ordre constitutionnel qui paraît également lointaine au Soudan, la communauté internationale presse les militaires de former un gouvernement civil sous peine de sanctions économiques. Et le gouvernement camerounais suspend les transactions foncières dans 21 départements, une mesure destinée à lutter contre les ventes illégales du domaine national en principe inaliénable. Mais tout d'abord, dans l'affaire de la demande d'extradition de François Compaoré, les autorités françaises doivent apporter ce 3 mai des garanties à la Cour européenne des droits de l'homme. Après le renversement du pouvoir par des militaires le 23 janvier 2022, la juridiction européenne avait demandé à la France de produire de nouvelles garanties afin de permettre l'extradition du frère de l'ancien président burkinabé, François Compaoré, qui est mis en cause dans l'assassinat en 1998 du journaliste Norbert Zongo. 3 ans et 3 mois, c'est le chronogramme de transition annoncé par la junte au pouvoir en Guinée. Une réponse à la CEDEAO qui exhortait les putschistes à rendre le pouvoir aux civils, mais loin du délai très court, ne dépassant pas 6 mois, réclamé par les partenaires régionaux. Cette période de 39 mois a immédiatement soulevé l'ire de la classe politique et de la société civile. Ange Doménio. La durée de la transition suscite de vives réactions en Guinée-Conakry. Les partis politiques guinéens jugent beaucoup trop longue la période de 3 ans et 3 mois fixée par la junte militaire. Ils se mettent sur le même alignement de la CEDEAO pour exprimer leur désolation. Pour le parti du président déchu Alpha Condé, cette décision n'est qu'une volonté manifeste de se maintenir au pouvoir. En réalité, il y a une volonté manifeste du CNRD de s'éterniser au pouvoir. Ils ont quand même attendu 8 longs mois avant de proposer un chronogramme d'une transition qui va donc démarrer 8 mois après le coup d'État. Ensuite, on nous dit que cette valeur-là, de 39 mois donc, a été obtenue à l'issue d'une statistique descriptive qui a passé en revue toutes les propositions qui ont été soumises au MATD, sans même s'assurer que les 39 mois dont il est question correspondent à une quelconque réalité guinéenne. Le président de la transition, Mamadi Doumbouya, justifie la durée de la transition par les multiples concertations qui ont été faites jusque-là. Cette décision émane donc, selon lui, d'une volonté populaire. Mais pour de nombreux analystes, toutes les parties prenantes n'ont pas été prises en compte. Vous avez pendant 8 mois, le CNRD a moins travaillé, donc à mettre en place un cadre de dialogue inclusif qui permet donc de mettre en place des actions allant vers le retour à l'ordre constitutionnel. Certes, la mise en place du gouvernement et plus éminemment la mise en place du CNT. Le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, n'a pas encore réagi à la durée de la transition. La CEDEAO a quant à elle exprimé sa désolation. Selon l'organisation sous-régionale, la transition n'a besoin que de 6 mois pour rendre le pouvoir. Rendre le pouvoir aux civils, c'est également ce qui est attendu au Soudan. La communauté internationale exhorte la junte à former un gouvernement civil au plus vite, un retour à l'ordre constitutionnel nécessaire au risque de perdre des milliards de dollars d'aide au développement. Philomentine. La pression de la communauté internationale s'accentue sur les autorités de transition soudanaises. Les États-Unis et l'Union européenne exhortent le pays à faire des progrès immédiats vers la formation d'un gouvernement civil de transition. Si le pays ne se conforme pas à cette exigence, il risque de perdre des milliards de dollars d'aide au développement de la Banque mondiale, son accord avec le Fonds monétaire international et 19 milliards d'annulation de sa dette. On verra ce que les sanctions financières de la communauté internationale donneront. Mais à mon avis, par manque d'empathie à peuple, je pense que les militaires sont partis pour rester longtemps. La vie ne s'améliorera pas. Les sanctions qui vont s'ajouter ne vont pas arranger les choses. Et les peuples subiront encore davantage.
Depuis le putsch du 25 octobre au Soudan, l'opposition refuse toujours de dialoguer avec les militaires et les forces politiques qui les soutiennent. Toutefois, la diplomatie soudanaise pourrait reprendre ses droits après la libération récente de plusieurs prisonniers politiques importants du pays. Je ne pense pas que le refus de l'opposition pliera le pouvoir en place des militaires qui s'accrochent plus au pouvoir. Ils ne sont pas les seuls. Partout, il y a les militaires. Je prends le cas de l'Afrique de l'Ouest. La durée de leur temps au pouvoir est plus importante pour eux que ce que peut subir leur peuple en termes de misère. Fin mars dernier, l'Organisation des Nations Unies a alerté sur la situation du Soudan. L'ONU a averti que le pays d'Afrique de l'Est se dirigeait vers un effondrement économique et sécuritaire s'il ne remédiait pas à la paralysie politique consécutive au coup d'État militaire d'octobre et ne s'engageait pas dans la reprise d'une transition dirigée par des civils. À côté de cette crise politique persistante, le Soudan connaît également d'importantes difficultés économiques. Dans l'actualité également, actualité sociale au Maroc, un accord qui prévoit la hausse du salaire minimum a été signé ce 30 avril par le gouvernement, le patronat et les principaux syndicats du pays. Un accord scellé à la veille de la fête du travail et sur fond de contestation en raison d'une inflation record, flambée des prix renforcée par le conflit en Ukraine. L'accord conclu prévoit notamment une revalorisation du salaire minimum de 10%, salaire minimum fixé actuellement à 2638 dirhams, soit un peu plus de $260. Et en Algérie, le gouvernement vient soutenir le versement de l'allocation chômage mise en place le 28 mars dernier par le président Abdelmajid Tebboune. Ce sont 80 milliards de dinars qui seront alloués à ce nouveau dispositif. À ce jour, 580 000 primo-demandeurs d'emploi sont concernés. Joël Ballot. Avec un taux de chômage estimé à 15% en février 2022, le gouvernement algérien a alloué une première enveloppe de plus de 80 milliards de dinars pour l'allocation chômage, vraisemblablement pour 10 mois. Ce financement sera bénéfique à 600 000 Algériens. Le fait que le gouvernement algérien prenne des mesures pour essayer de soulager les populations les plus démunies, c'est une très bonne chose, mais il faudra essayer de pérenniser cela. Cette pérennisation doit se faire avec la création d'emplois. C'est seulement ça, la création d'emplois pour la jeunesse algérienne qui est dans l'attente, et puis même l'élite algérienne, des gens très bien formés, des cadres très bien formés commencent à partir par des vagues successives en Europe, et donc ça c'est une perte immense pour l'Algérie et pour l'Afrique, parce que sont ces futurs cadres qui pourraient développer l'Algérie. Cette mesure gouvernementale vise à soulager une frange de la population algérienne acculée par une flambée des prix sans précédent et un ralentissement de l'activité du marché de l'emploi impacté ces dernières années par la pandémie de Covid-19 et la crise en Ukraine. Ce système de protection sociale veut ainsi limiter les effets de la crise économique. Les prix de l'énergie montent en flèche. Donc l'Algérie pourrait combler justement ça et puis essayer de venir massivement aux plus démunis. Donc l'Algérie en a les possibilités, en a les capacités. C'est une volonté politique qu'il faudrait aux autorités algériennes pour ouvrir des pans entiers, par exemple, pour que la jeunesse puisse travailler convenablement dans l'agriculture, dans l'élevage, dans l'industrie. Aussi, les demandeurs d'emploi inscrits auprès de l'Agence nationale de l'emploi pourront bénéficier d'une allocation mensuelle de 13 000 dinars et d'une couverture sociale à travers la carte Chifa. Pour rappel, c'est l'une des mesures sociales les plus ambitieuses du président Abdelmajid Tebboune depuis sa prise de pouvoir en décembre 2019. Et social, toujours les travailleurs béninois étaient dans la rue ce dimanche 1er mai à l'occasion de la fête du travail. Et les travailleurs d'ailleurs, ils étaient venus crier leur ras-le-bol, et notamment les vacataires de l'enseignement qui alertent sur la précarité de leur métier. Reportage de notre correspondant Lefty Ouno. De la place de l'Étoile Rouge en passant par le carrefour Une-Africa à Cotonou au Bénin, les manifestants ont échoué à la Bourse du Travail où chaque organisation de travailleurs a exposé ses préoccupations. Dans leur discours, ces travailleurs n'ont pas occulté la situation précaire des enseignants, notamment les vacataires, rebaptisés aspirants au métier d'enseignement AME, grâce aux réformes opérées par le gouvernement du président Patrice Talon. Près de 22 000 aspirants au métier d'enseignement sont en service au cours de cette rentrée académique 2021-2022. Il y a des enseignants appelés AME ou aspirants que l'État a recrutés. Quels crimes ont-ils commis ? S'ils doivent travailler à la fonction publique, pourquoi ne jouissent-ils pas de 12 mois de salaire ?
Nous, organisation des parents d'élèves, nous plaidons pour qu'ils soient reconnus comme agents permanents de l'État afin que leurs droits leur soient restitués. Mardi 26 avril 2022, le président béninois Patrice Talon a présidé une rencontre d'échange avec le patronat et 3 syndicats les plus représentatifs du pays. Il est ressorti de cette discussion que le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG pourrait augmenter de 30%, soit 40 000 francs CFA institué depuis 2014 à 52 000 francs CFA. La dernière fois, le 26 avril, on était au palais. Et j'ai dit au président, vous dites qu'il n'y a pas d'argent pour revaloriser le salaire, pour relever le SMIC, pour diminuer les impôts et les taxes, pour que les citoyens vivent en paix. Mais les salaires des ministres, on ne connaît pas. À noter que la revalorisation des salaires des travailleurs au Bénin continue d'alimenter les débats. Un chapitre évoqué lors de la rencontre entre le président Patrice Talon et les travailleurs de l'administration publique et privée le 26 avril 2022. 2 principes seraient définis, notamment l'amélioration du point indiciaire et l'augmentation différenciée des salaires et pensions. Dans le reste de l'actualité, les ventes de terrains suspendues dans 21 départements du Cameroun. Une décision prise par le gouvernement afin d'empêcher les ventes illégales de terres du domaine national. Le domaine national, ce sont les terres administrées par l'État et qui ne peuvent être aliénées. Marie-Raphaël Ntolo. Pour mettre fin aux ventes illégales des terres du domaine national, le ministre camerounais des domaines, du cadastre et des affaires foncières, Henri Eyébé Aïssi, a suspendu des transactions foncières dans 21 départements du pays. Il s'agit là précisément des départements de la Liké, la Mofou et Afamba, la Mofou et Akonor, le Mbam et Inubu, le Mbam et Kim, le Lom et Djerem, le Dja et le Bo, la vallée d'Untem, l'océan, l'Amdila, la Sanaga maritime, le Mongo, le Nkam, la Haute-Sanaga, le Noun, la Benoué, le Fako, la Mezam, le Mayobagno, la Vina et l'Owouré. Dans l'ordonnance du 6 avril 1974, il est dit que le domaine national est constitué de toutes les terres immatriculées. Et c'est l'État qui en assure la gestion dans l'optique d'un usage proportionnel et rationnel. Pour les observateurs, certains litiges fonciers peuvent générer sur la base des discordes aux atteintes et à la propriété foncière. Elles peuvent aussi être liées à la complexité des procédures et des régimes juridiques applicables en la matière, le défaut de mise à jour des dossiers administratifs et techniques et le non-respect de la réglementation en matière de bornage. Pour le ministre du cadastre camerounais, cette suspension de vente de terrain intervient dans un contexte où des transactions ont lieu dans le domaine national alors que cela est interdit par la loi. La décision a été prise suivant plusieurs causes, mais la cause principale est la vente illicite des terres. Au Cameroun, les conflits fonciers représentent 85% des affaires enrôlées au niveau des juridictions administratives et 65% pour ce qui est des juridictions judiciaires selon l'autorité gouvernementale. Également, l'autorité ajoute que cette pratique spolie l'État et crée un préjudice pour les acheteurs qui peuvent se voir contester l'accès à la terre après achat. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.